Chers internautes, bonjour. Selon votre position, nous vous saluons avec beaucoup de références. S'il vous plaît, aujourd'hui avec un spécialiste pour les questions de santé alimentaire. On le dit souvent, c'est ce qu'on mange qui nous tue. Et on veut en savoir un peu plus dans CVP. Docteur Samba est avec nous. Il a une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. On va savoir beaucoup de choses avec lui. Alors, docteur, merci de nous recevoir chez vous. Merci à vous. On vous remercie parce que c'est avec beaucoup de diligence que vous nous avez reçus. On a pris rendez-vous avec vous il y a quelques 2 heures, 3 heures en arrière, peut-être 4 heures diront, et vous avez été prompt à nous recevoir. Qu'est-ce qui a motivé cette, générosité à votre niveau? C'est le terme. D'accord. C'est le terme qui a motivé cette envie, cet engouement, parce que c'est très important de communiquer sur la prévention, la santé préventive par l'alimentation. C'est très important de communiquer et le thème m'a motivé. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, pour nos internautes qui vous suivent et qui ne vous connaissent pas, on va vous demander de vous présenter, docteur. Je suis docteur Samba, naturopathe, diététicien, nutritionniste. J'exerce ici dans mon propre cabinet et je suis ici à Marcory. Merci. Alors, ça fait combien de temps que vous exercez, docteur? J'exerce ça fait 20 ans pratiquement. Sur des questions de santé alimentaire, vous en savez beaucoup sûrement. Bon, je dirais, à mon humble avis, je me défends quand même, j'ai quand même beaucoup d'expérience, un peu d'expérience quand même. D'accord. Et ce qui me permet d'aider les populations qui viennent aux nouvelles, qui viennent aux sources pour avoir plus d'informations. Alors, la première question, sinon, la question qui m'amène, que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir comment vont les Ivoiriens de façon générale sur des questions de santé alimentaire. Vous n'avez qu'à aller dans les hôpitaux pour vous rendre compte que ça ne va pas. De plus en plus d'Ivoiriens tombent malades, sont malades. Et quand on approche certaines personnes ou quand on reçoit certaines personnes, on se rend tout de suite compte qu'il y a beaucoup d'ignorance dans ces pathologies dont ces personnes souffrent. Voilà. On voit que les hôpitaux sont de plus en plus remplis. Et les décideurs font des efforts pour décentraliser, pour agrandir les hôpitaux, les capacités et tout ça. Malgré ça, les gens tombent de plus en plus malades, ils sont de plus en plus fragiles. Donc, je dirais que ce n'est pas bon, la santé n'est pas bonne pour les Ivoiriens. Alors, disons sur une échelle de 0 à 10, où on se situe avec les Ivoiriens en matière de questions alimentaires? Je dirais peut-être 4, parce que je me tiens souvent, par exemple, dans certaines pâtisseries officielles qui font de bons pains, des pains complets, des pains de son, des pains d'épaule, etc. Et je vois des personnes qui gardent des voitures assez impressionnantes, avec des costumes, des personnes qui sentent bon, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des personnes qui sont bien, des personnes intellectuellement posées, reconnues, qui vont acheter du pain blanchi. Du pain blanchi, au lieu d'acheter du pain complet, ces personnes achètent du pain blanchi, qui est du pain dévitalisé, déminéralisé, dévitalisé. Les 3 D sont dans ces pains blanchis, au lieu d'acheter du pain complet, qu'on appelle aussi du pain bi, ou bien du pain de son, ou bien du pain de seigle, ou bien du pain de mie, qui peut favoriser une richesse alimentaire au niveau de la flore intestinale. Mais ces personnes préfèrent du pain blanchi sous prétexte que c'est ce qui est plus doux, c'est ce qui passe facilement à leur palais. Parce que je me suis permis souvent de poser des questions. Ah, mais tiens, mais ça c'est connu pour voir. Ah, non, ça j'aime pas. J'aime pas le pain bi, j'aime pas le haut là. Donc, ça nous montre que vraiment il y a du travail à faire au niveau de la communication. Je crois que on tisse la sonnette d'alarme en ce moment avec le constat que vous faites. Qu'est-ce que vous, et peut-être vos compères, vos collègues, vous en menez comme action pour véritablement porter la sensibilisation, le message vers les populations, pour savoir que dans le comportement alimentaire, il y a des choses qu'il ne faut pas? C'est pour cela d'ailleurs, comme j'ai dit tantôt, que j'ai tout de suite accepté votre sollicitation, parce que c'est encore une lucarne pour nous de communiquer sur comment manger pour être en bonne santé, ou bien comment se comporter pour être en bonne santé. Nos dépensiers le font, le ministère de la Santé essaie tant bien que mal de le faire aussi. Les uns et les autres font leur travail, mais c'est très difficile. Il faut continuer. Avec le temps, je pense que les gens finiront par comprendre. Voilà. Vous parlez du pain.
Mais au-delà du pain ou en dehors du pain, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui n'aident pas à la meilleure santé des Nous avons populations? notre GABA national, notre ticket national qui est vendu dans des gabadromes ou bien dans des endroits. Vous voyez un peu comment c'est servi. C'est servi d'abord dans des conditions d'hygiène approximatives. C'est ça. Ce ne sont pas trop choses. L'huile qu'on utilise pour verser dessus, c'est une huile qui est chauffée, réchauffée, surchauffée, qui a perdu toutes ses valeurs nutritionnelles. C'est de l'huile noire. Pour rire un peu, on dit c'est de l'huile de moteur. Et en plus de cela, on va griller le poisson, on va frire le poisson, on va mettre un peu de mayonnaise, on va ajouter d'autres additifs, on va mettre des poudres dessus et tout ça. Vous voyez que c'est des aliments qu'on appelle encore dans notre jargon des aliments peroxydants, des aliments qui vieillissent l'organisme rapidement, ou encore des aliments biocides qui tuent la vie. Ce sont des aliments qui vont favoriser le vieillissement des cellules parce qu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène. Et d'ailleurs, ce GABA, il est pris avec très peu de légumes crus, très peu de crudités. Mettre le poisson, quelques éléments, de l'huile noire, des trucs et tout ça. Il y a, au-delà de cela, il y a d'autres éléments qu'on constate. C'est-à-dire, c'est l'ignorance qui favorise ce genre de choses. Donc, c'est pour cela que, une fois de plus, j'ai accepté de communiquer pour vraiment sensibiliser tous ceux qui vont suivre cette émission, chercher à nous rencontrer pour avoir très souvent les bonnes informations pour prévenir. Voilà. Docteur, vous avez fait un saut vraiment en avant, un bond en avant, en déclinant, je veux dire, le mauvais comportement des populations. Et ça produit à la mort tout de suite, ça tue parce que on retrouve beaucoup d'Ivoiriens dans les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les pathologies, les différents maux auxquels on s'expose, le type de maladie en général? Bon, on voit par exemple que les gens souffrent d'excès de cholestérol, les gens sont de plus en plus diabétiques. On voit que le cancer, notamment, n'est pas aujourd'hui un événement. Il y a tellement de personnes qui ont le cancer, des jeunes personnes qui ont l'AVC, des personnes qui sont diabétiques, et toutes ces pathologies, bon, c'est forcément lié à l'hygiène de vie, c'est-à-dire y compris l'alimentation. Quand on parle de l'hygiène de vie, c'est encore un peu plus vaste, je dirais, y compris l'alimentation. Vous voyez, généralement, ils disent ça tue pas africain. Quand ils mangent son garba avec tous les assaisonnements possibles, ils disent ça tue pas africain. Mais malheureusement, c'est l'Africain qui n'a pas l'argent et qui se retrouve dans les hôpitaux. Face à certaines analyses, il est incapable, le taux de mortalité suit tout de suite. Vous prenez le journal qu'il faut, la nécrologie, chaque fois ça s'en va, hein, les gens s'en vont. Donc, parce que il y a tellement d'ignorance dans la matière que on a des problèmes. Parce que quand on le voit, on voit les gens. J'ai reçu, par exemple, pas plus tard que ce matin, quelqu'un qui est venu et je lui ai donné des conseils concernant son alimentation. Je dis, est-ce que vous allez faire l'effort de suivre? Il dit, je vais faire l'effort. J'ai dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, je suis sûr. Sa femme était à côté, elle le regardait, et j'ai compris que c'était pas facile. C'était pas évident. Ce type de patients, quand on les reçoit, on fait l'effort de les appeler au quotidien pour savoir à quel niveau ils sont, est-ce qu'ils ont pris tel aliment, est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce qu'ils ont fait ça. On essaie de faire en même temps, docteur, il y a une question d'habitude qui devient une seconde nature. Oui. Comment on arrive à juguler ces on leur dit souvent que vous voyez les habitudes alimentaires que vous avez pu acquérir depuis toutes ces années vous ont amené dans une situation où il n'y a pas d'issue. Vous êtes face par exemple à un problème de cholestérol, vous êtes face par exemple à un problème de diabète. Qu'est-ce qu'il y a de le faire? Quels que soient les médicaments qu'on va vous prescrire, il faut obligatoirement accepter de réformer son alimentation. Sinon, quelle que soit l'efficacité du médicament, s'il est pris sur une plage alimentaire qui est mauvaise, un mauvais terrain, ça n'aboutira pas. Donc, c'est la base donc qu'il faut La base qu'il faut réviser. Il faut réviser les mentalités, les perceptions, la façon de voir, amener les gens à comprendre depuis l'école primaire, commencer à sensibiliser sur l'importance des fruits, de la variété alimentaire, de nos mets locaux qui sont là. Beaucoup de sauces feuilles, beaucoup de sauces gombo frais, gombo sec, ce sont des substances. Au passage, je dis par exemple que certaines personnes disent que le gombo donne les hémorroïdes, c'est faux. Ça, ce sont des croyances, ce sont les praticiens qui le disent. Le gombo, il est riche en acide folique et c'est un anti-anémique. C'est un anti-anémique, c'est très important. Donc, quand on commence à sensibiliser les enfants au bas âge, l'importance des fruits, il faut même peut-être même penser à aller plus loin, sensibiliser même sérieusement dessus. Ça va permettre d'avoir une génération
en meilleure santé et productive pour que le gouvernement dépense moins en matière de santé, en matière d'assurance santé et tout ça. Voilà. Donc, je suis vraiment ravi d'entendre ces choses. Il faut commencer à la base, c'est-à-dire avec l'enfant. Yeah. L'enfant, déjà ça. Au niveau de son alimentation, faut pas aussi ignorer que il y a le seuil de pauvreté aussi qui fait que peut-être que dans les préjugés que les gens ont, on pense que avoir une meilleure alimentation devrait forcément coûter cher. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, apparemment c'est le cas. On a souvent ce genre d'informations. On a souvent ce genre de réalité. Le gars dit, ah, je ne peux pas aider, mais tu ne peux pas. Ça, tu peux au moins éviter de manger telle chose. Mais tu peux te focaliser sur, par exemple, la sauce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la sauce gnagna. Tu peux te focaliser dessus les sauces fruits, les sauces aubergines, les sauces guaguassou. Tu peux te focaliser que de chercher forcément, sous prétexte que tu es pauvre, à manger du foutou la nuit. Bon, ça, c'est une ignorance. Parce que vous voyez, il dit qu'il est pauvre, mais c'est le foutu, il mange la nuit. D'accord. Bon, ça, c'est une ignorance. C'est-à-dire, c'est un réglage qu'il faut faire. Il faut accepter de revoir les agencements. On peut manger le foutu à midi parce que on a encore des activités à faire. On mange pas lourd pour dormir, on mange lourd pour travailler. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger les soirs, docteur? Ben, déjà, dans nos habitudes alimentaires, en tenant compte de nos réalités. Nos réalités, par exemple, je dirais à Abidjan, ce n'est pas évident parce que le gars, il va passer, il quitte la maison matinale, peut-être 5 heures du matin, il est déjà sur la route, il n'a pratiquement pas eu le temps de prendre un bon petit déjeuner. Au bureau, il essaie de prendre quelque chose, pain, condiment, comme on le dit. À midi, qu'est-ce qu'il trouve? Il va manger les trucs, les plats gras qui sont pratiquement au plateau. Et au bout de 1 an, 2 ans, on dit qu'il a un excès de cholestérol. Il se retrouve ici, on lui dit, monsieur, réformez votre alimentation. Ah, je n'arrive pas, vous n'avez pas le choix. Seuls les médicaments ne suffiront pas. Si vous voulez créer des dépendances avec les produits chimiques que vous consommez, allez-y. Mais si vous voulez prendre vos responsabilités, faites de vous une priorité, vous mettre en priorité, faites de vous une priorité, pensez à vos enfants, vous allez prendre le devant et puis essayez de voir madame ou bien essayez de faire les aliments comme on vous a suggéré pour venir et les consommer au travail, même s'ils sont froids, ils ne sont pas chauds, mais qu'ils sont sains, c'est très bien pour la santé. D'accord, on va retourner un peu en arrière par rapport à la question concernant l'alimentation des enfants. Est-ce que vous estimez que dans le programme scolaire, je crois qu'avant, il y avait ce genre de choses. De lucarnes qui étaient ouvertes pour aider. Oui, il y avait beaucoup de cantines, les gens, voilà, c'était ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que dans le programme scolaire, est-ce que il faudrait peut-être penser aux nutritionnistes, aux naturopathes que vous êtes, pour que déjà au bas âge, les enfants puissent avoir les meilleurs comportements? Je dirais même que même dans les cours, qu'on dispense aux enfants, depuis la maternelle, dans le programme des cours, la même manière qu'on utilise les climats et tout, il faut qu'il y ait un bon module sur la bonne manière de s'alimenter. Cela va préparer des cadres en très bonne santé pour le futur. Parce que quand on fait un cours que l'enfant l'assimile, que le cours évolue au fur et à mesure, ça permettra aux enfants, à la génération future d'être en très bonne santé. Donc ce ne sera pas des ignorants. Et puis éviter certainement des maladies. Éviter des maladies qu'on connaît aujourd'hui, hypertension, diabète et tout ça. Voilà. AVC. AVC et tout ça, ça c'est aussi un problème de mauvaise gestion du stress. Voilà, il y a tous ces aspects qui sont aussi à prendre aussi en compte. Voilà. D'accord. Oui, pour l'adulte, docteur. L'adulte, il va. À quel moment, je dis qu'il est peut-être déjà en retard dans sa prise en charge alimentaire. Le constat est drastique et dramatique à son niveau, mais à quel moment on peut encore le sauver, l'adulte? Mais bon, d'abord, ce que nous recommandons, ce que nous constatons à mon cabinet, ce matin encore, j'ai reçu un patient qui a dit, par exemple, qu'il a commencé à se sentir mal. Il est allé à l'hôpital, il avait ce qu'il avait à faire, mais il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'il avait pas mal de remontées gastriques, malgré il a l'habitude de prendre des pansements gastriques, mais ça n'allait pas. Parce que quand il se couche, du coup, il a des remontées. Donc, sur conseil, il est venu me voir, un adulte. Il est venu me voir, tout ce que je lui ai dit, je lui ai posé des questions, fait une analyse alimentaire pour voir ce qu'il mange matin, midi et surtout le soir. Bon, son alimentation était catastrophique parce que c'est quelqu'un qui va s'asseoir et, excusez-moi, j'ai pas envie de prendre de l'alcool
Hein, il va prendre des frites, hein, avec tout ce qu'il faut comme additif dedans. Il va mettre mayonnaise, il va mettre tous les trucs dedans, beaucoup de friture le soir, au-delà de 20 heures. Je dis, mais voilà ta maladie qui est là, voilà ton sorcier. C'est ton ignorance. C'est pas quelqu'un qui est au village qui est en train de tirer les ficelles, c'est toi-même qui est en train de te tuer. Donc, il faut dissocier à ces heures-là. On peut manger, mais voilà comment il faut manger. Donc, il a pris conscience, il est peut-être à 54 ans aujourd'hui, et maintenant qu'il vient par rapport à une telle pathologie, voilà. Mais je dis que je voudrais vraiment vous tirer mon chapeau parce que ce genre d'initiative, on doit les multiplier. Pour que les gens sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et ça permet de pouvoir atteindre des personnes qui ne s'asseyent pas pour regarder la télévision. C'est ça. Et c'est très important, ce genre de truc de proximité, de permettre aux gens d'avoir l'information sur le net. Et c'est très important. C'est il y a beaucoup d'ignorance. J'ai remarqué quelque chose aussi. J'ai remarqué que, par exemple, quand nos mamans, par exemple, préparent, non seulement dans la sauce, elles vont mettre du sel, mais dans le riz, elles mettent du sel. Sel, ça rime à quoi? À la fin, la tension va monter. Avec le stress, la tension va monter. C'est maintenant que, quand on va se rendre à l'hôpital voir le cardiologue va demander de faire un régime hyposodique sans sel. Mais pourquoi ne pas mettre seulement le sel dans la sauce seulement et puis ne pas mettre le sel dans le riz? Sel. Bon, c'est resté dans nos habitudes et puis on ne sent pas que vous voyez que c'est un peu trop salé, on continue avec ça. Sel. Pourquoi? Cherche quoi? C'est dans la sauce, on met le sel et puis on avance. C'est des petits détails comme ça qu'il faut corriger. Et ça va permettre aux gens. Est-ce que c'est recommandé de manger le riz aussi le soir? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que ça doit être quelqu'un qui est dans le même camp que vous qui faisait ces recommandations. Évitez de manger le riz les soirs.